Alors vous êtes là ce soir pour qu'on parle de Palestine. Alors la Palestine, si vous êtes là ce soir, ça veut dire qu'elle représente quelque chose pour vous. En tout cas, elle ne vous laisse pas indifférent. Et c'est normal parce que la Palestine, ça interpelle et souvent ça indigne. Et par contre, c'est pas forcément aisé de vraiment comprendre vraiment ce qui s'y passe parce que la situation est très complexe et les acteurs qui sont très nombreux. Et donc ça sera en partie le but de cette rencontre, hein, d'apporter des éléments de compréhension pour mieux comprendre les enjeux à l'œuvre en Israël et en Palestine et réfléchir ensemble à ce que le mot paix, parce qu'on va beaucoup parler de paix ce soir, signifie et implique pour les deux sociétés de cette région. Donc la Palestine, elle résonne parce qu'elle résonne comme un enjeu mondial pour la paix et la justice. Le combat palestinien pour l'obtention d'un État, c'est-à-dire l'autodétermination, il a engendré de nombreux mouvements de solidarité partout dans le monde. Mais il y a donc de nombreux efforts qui ont été déployés pour tenter de trouver une solution pacifique, mais la paix n'a malgré ça jamais vu le jour. Et là, la situation aujourd'hui est dans une impasse, comme vous l'expliquera mieux que moi Jean-Paul Chagnolot. Mais en tout cas, on parle régulièrement de conflit israélo-palestinien pour décrire la situation. Et selon moi, il faut se méfier de l'usage du mot conflit pour qualifier ce qui se passe en Palestine. Parce que ça peut laisser penser qu'on fait face à une situation de conflit un peu symétrique entre deux États qui se battent à armes égales. Alors que ce qui se joue en Palestine, c'est quand même bien plus complexe que ça. Au-delà de la guerre de 100 ans qui oppose donc les deux camps, on a le territoire palestinien qui est sous occupation militaire israélienne depuis 1967 et qui fait l'objet d'un processus de colonisation. Ce qui fait de la Palestine l'un des derniers cas d'ailleurs de colonisation dans le monde, avec le Sahara occidental. Le quotidien de toute une population, en tout cas, est entièrement dicté par le contrôle d'une puissance occupante et à la merci de son bon vouloir. Il ne s'agit donc pas seulement ici de violence physique, comme une guerre, comme on imagine, la violence entre deux belligérants, mais il s'agit aussi de violence structurelle de la part d'un occupant sur une population occupée. Donc il s'agit d'injustice, d'humiliation, d'inégalité et de combat pour la dignité et l'équité. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que ça veut dire faire la paix ou la paix en Palestine? Donc, de quel type de paix on parle? Qui est concerné? Quelles sont les conditions? Quelles ont été les choses qui ont déjà été faites par le passé? Quelles sont les perspectives, les limites? Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider? Donc, on va parler un petit peu de tout ça pendant toute cette rencontre. Donc, ce que je vous propose au niveau du déroulé, c'est de laisser la parole dans un premier temps à Jean-Paul Chagnolot, qui va vous expliquer vraiment les fondamentaux à l'œuvre sur la question israélo-palestinienne, parce que c'est important de savoir de quoi on parle, parce que c'est pas un sujet simple. Et ensuite, on passera la parole à Alain Rouy, qui va parler des perspectives de paix vis-à-vis de la Palestine, et plus généralement de ce que c'est que la paix, et voilà, quels sont les enjeux de la paix, notamment la paix dans le monde. Donc je vais présenter peut-être les deux intervenants, et ensuite, évidemment, on vous donnera la parole pour que vous puissiez échanger, poser vos questions, et parce que j'imagine que vous en aurez des questions, et c'est normal. Alors, je vous présente les deux intervenants. Le premier intervenant, c'est Jean-Paul Chagnolot, qui est professeur émérite des universités, qui est président de l'IREMO. L'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études de Méditerranée-Moyen-Orient, et qui est directeur de la revue Confluence Méditerranée. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur le Moyen-Orient et la question israélo-palestinienne. Notamment, j'en cite quelques-uns parce que c'est intéressant, les frontières au Moyen-Orient, quelques idées simples sur l'Orient compliqué, Atlas des Palestiniens, un peuple en quête d'un État, l'invention tragique du Moyen-Orient, Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, avec Pierre Blanc, absolument, coécrit avec Pierre Blanc, Israël face à Israël, également écrit avec Pierre Blanc, et Moyen-Orient, idée reçue sur une région fracturée, avec aussi Pierre Blanc. Alain Rouy, vous êtes professeur d'allemand en retraite et vous êtes militant pacifiste de longue date. Vous êtes actuellement secrétaire national du Mouvement de la Paix, qui est une organisation non gouvernementale qui a été créée en 1948 et qui agit pour le désarmement et aussi contre la production et les transferts d'armement et pour la réduction des budgets militaires. Vous êtes également coprésident de l'association française Enseignants pour la Paix. Vous êtes secrétaire exécutif de l'Association internationale des éducateurs pour la paix, qui est une ONG qui est en partenariat avec l'UNESCO, donc l'Agence de l'ONU pour la culture et l'éducation. Et vous êtes d'ailleurs le représentant de cette ONG à l'UNESCO. Au sein du Mouvement de la Paix, vous êtes chargé des relations internationales, en particulier avec les organisations de paix européennes et avec le Bureau international de la paix.
qui est la plus ancienne ONG pacifiste mondiale, qui a été fondée en 1891, qui est prix Nobel de la paix en 1910, et qui regroupe actuellement plus de 300 organisations issues de 70 pays et qui bénéficient du statut consultatif ECOSOC à l'ONU. Ça veut dire qu'elle peut aller être observatrice et être consultée par l'Assemblée économique et sociale, hein, c'est ça, de l'ONU. Et voilà, bon, vous êtes très impliqués dans les activités des ONG au niveau national et international. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Jean-Paul Chagnolot, qui va donc nous parler de ce qui se passe en Palestine. Bonsoir. Bonsoir. Donc je vais vous parler d'un sujet tout simple, qui est donc la question palestinienne, la question israélo-palestinienne. Et donc j'ai 40 minutes, 45 minutes 45 minutes, c'est beaucoup, donc vous allez ressortir de là éreinté, essoré, après un discours pesant. Parce que j'ai envie de vous proposer de faire un peu d'histoire. C'est-à-dire commencer par il était une fois, quelque part au Moyen-Orient, il y a très longtemps, pour arriver à la situation d'aujourd'hui. En d'autres termes, pour arriver à parler de paix, je crois qu'il faut d'abord comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je crois que c'est important de revenir à l'histoire. En d'autres termes encore, je ferai donc ça en 3 temps, comme une valse. D'abord, on revient à l'histoire, ensuite on voit quelles sont les grandes caractéristiques d'aujourd'hui, et enfin, je dirai quelques mots sur la paix pour vous donner la parole ensuite. Donc le premier point, c'est revenir sur l'histoire. Et revenir sur l'histoire, je partirai évidemment de synthèse, parce que sinon, là, pour le coup, ça serait très long. Mais si on prend l'histoire, moi je dirais qu'il y a eu, depuis l'origine de ce conflit, c'est-à-dire on va le situer en 1920, on pourrait le situer en 1917, enfin disons la Première Guerre mondiale, il a changé dans sa structuration. Il est toujours le même, ce conflit, c'est l'histoire. Il était une fois 2 peuples pour une terre, on pourrait comme ça commencer. Il était une fois 2 peuples pour une terre. Mais il y a eu une structuration de ce conflit très différente. Et moi je distinguerais, disons, 4 grandes périodes. Et la 5e, c'est celle que nous vivons aujourd'hui. Et donc on peut repérer assez facilement 4 périodes dans cette histoire, avant d'en arriver à la période contemporaine. Et ces 4 périodes, on peut à chaque fois les illustrer d'un mot, d'une caractéristique. Et à chaque fois, ou presque, à peu de choses près, chaque période, c'est à peu près une génération. Un peu plus, quelquefois un peu moins, mais c'est de l'ordre de 20 ans, 25 ans, sauf la 4e qui a duré moins longtemps. Donc voilà, dans les 4 séquences. Première séquence, c'est revenir en quelques mots sur ce qui a été les conditions de création du problème, de cet affrontement entre, à l'époque, on disait juifs et arabes. La carte qui est derrière moi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais cette carte, elle est très connue en réalité, même si vous ne la reconnaissez pas. C'est la carte de ce qu'on appelle les accords Sykes-Picot. Ça doit vous parler un peu, les accords Sykes-Picot. En un mot, c'était pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques et les Français, convaincus qu'ils allaient emporter la guerre, qu'ils allaient gagner la guerre, se sont entendus pour se partager les dépouilles de l'Empire ottoman dans la partie arabe. Ce que vous voyez ici, c'est la carte des accords Sykes-Picot, et la ligne que vous voyez au milieu va délimiter les 2 champs. Au nord de cette ligne, ce sont les Français, et au sud de cette ligne, ce sont les Britanniques. Et de ce découpage, il y aura donc, en fait, une domination, lorsque l'Empire ottoman aura été battu, une domination française, ce qui va donner par la suite le Liban et la Syrie, et puis une domination britannique dans ce qui sera l'Irak et la Jordanie. Et si vous regardez bien cette carte, vous avez un point jaune. Ce point jaune, c'est la Palestine. Et au moment des accords Sykes-Picot, nous sommes en 1916, en mai 1916, eh bien, les Anglais, les Britanniques et les Français décident que ça sera une zone internationale. Et en fait, à la fin de la guerre, en 1918, les Britanniques reviennent sur cette idée et ne veulent plus que ça soit une zone internationale, veulent au contraire que cette partie de la Palestine soit sous leur contrôle. C'est l'époque où on va créer des mandats, je n'ai pas le temps de développer ça, mais ça veut dire que les Britanniques
vont finalement dominer la Palestine, alors qu'initialement, ça aurait pu être une zone internationale, ce qui aurait complètement changé le destin des peuples qui vivaient là-bas, évidemment. Et s'ils voulaient la Palestine, c'est qu'ils avaient fait une déclaration, une promesse au mouvement sioniste qui a été créé en 1897, c'est le mouvement sioniste. Et donc, la déclaration Balfour, dont vous avez sûrement entendu parler, et donc cette déclaration Balfour disait en un mot que eh bien, le gouvernement de Sa Majesté accueillait favorablement l'idée d'un foyer national juif en Palestine. Et cette phrase, elle est d'une importance historique considérable, parce qu'après, lorsque les Britanniques vont avoir, par la Société des Nations, la possibilité de dominer la Palestine par un mandat, eh bien en fait, ils vont imposer l'idée que, dans le mandat, juridiquement, structurellement, institutionnellement, eh bien, il y aura la possibilité de créer un foyer national juif en Palestine, ce qui veut dire concrètement faire venir beaucoup de juifs en Palestine. À l'époque, au moment où tout ceci se passe, disons 1920-22, on a à peu près 10-12% de juifs, le reste étant des Arabes, musulmans ou chrétiens. À la fin du mandat, il y a un tiers de juifs dans cette population qui doit compter, en 1939, environ 1,5 million de personnes. Donc ça veut dire qu'il y a eu une très forte augmentation de l'immigration de la population juive, et c'est pour des raisons qu'on peut comprendre. À partir de 1932-33, il y a beaucoup de juifs qui viennent s'installer en Palestine, parce qu'il y a les persécutions, les drames qui commencent à surgir en Europe, et en particulier, évidemment, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. Alors, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais si vous voulez, le cœur du conflit, il est là. Il est à ce moment-là où les Britanniques vont choisir de permettre l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, et les circonstances historiques et l'arrivée d'Hitler au pouvoir va évidemment favoriser la légitimité du mouvement sioniste. Ce qui fait que dès les années 25, 30 et surtout à partir des années 30, eh bien, il y a cet affrontement qui démarre entre ce qu'on va appeler les Arabes de Palestine à ce moment-là et les juifs arabes. Il y a des heurts dès 1921, il y a des heurts importants en 1929, et puis à partir de 1936, il y a vraiment une tension très forte, un conflit très fort entre les uns et les autres, le tout évidemment sous occupation britannique. Les Britanniques pensent que la seule solution dans ces conditions-là, c'est de partager la terre, et cette idée de partage, on va la retrouver régulièrement jusqu'à aujourd'hui. En 1945, il y a un tournant majeur, c'est le fait que les Britanniques, comme ils l'ont fait ailleurs, quand ils voient qu'ils ont mis beaucoup de pagaille et de drames, ils se retirent et ils laissent le problème aux Nations Unies. Donc la première séquence dont je vous parle, c'est celle-là. C'est la séquence du mandat britannique. C'est la séquence qui va donc de 1922 à 1947-48. Première séquence. C'est la genèse de l'affrontement, c'est les moments forts, les fondamentaux. Deuxième séquence, il faut que j'aille vite, évidemment, compte tenu du temps que j'ai. Deuxième séquence, elle démarre en 1947, elle se termine en 67. En 47, c'est quoi? C'est les Nations Unies qui décident, on va avoir un plan, si on peut avoir le plan de partage, le voilà. Vous voyez, la Palestine, le mandat, c'est la première carte, et donc les Nations Unies vont proposer, puisqu'il y a 2 peuples pour une terre, eh bien, ils proposent de partager cette terre. C'est le fameux plan de partage de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 29 novembre 1947. Et ça, c'est une carte qu'il faut visualiser, qu'il faut enregistrer. On a 2 États, un État juif, un État arabe. Ce qui est en jaune, c'est l'État juif. Ce qui est en vert, c'est l'État arabe. Et le point blanc au milieu, c'est une zone qui n'est ni dans l'État juif, ni dans l'État arabe. C'est Jérusalem et les environs. Et là, on dit que cette ville sera une ville ouverte. Elle ne sera ni à l'État juif, ni à l'État arabe. C'est l'idée d'une zone internationale sous contrôle des Nations Unies. Enfin, un statut qui est vraiment très intéressant parce qu'il permettait, s'il avait été mis en œuvre, eh bien, au fond, une coexistence entre les uns et les autres. Chacun aurait eu son État, on peut rêver 2 minutes, et puis ensuite, eh bien, cette ville serait une ville ouverte, juifs et arabes. Le problème, c'est que les Arabes, non pas de Palestine, mais les États arabes qui avaient acquis leur indépendance, ont refusé l'idée même qu'un État juif s'installe au Moyen-Orient.
et ont déclaré la guerre. Et ce fut la première guerre israélo-arabe, avec l'idée qu'il faut éradiquer la possibilité même qu'il y ait un État israélien, un État juif. Le mouvement sioniste qui rêvait et qui se battait depuis des années et des années pour avoir un État, vient, grâce à ce plan de partage de novembre 1947, d'obtenir une légitimité et une reconnaissance internationale. Donc à partir de là, le mouvement sioniste, s'appuyant sur cette légalité, légitimité, reconnaissance internationale, eh bien, va décider de proclamer l'État. Et l'État juif, l'État d'Israël, naît le 14 mai 1948. 14 mai 48. Le problème, c'est qu'on aurait pu imaginer qu'il y ait au fond, une formule à peu près équivalente chez les Palestiniens. On aurait pu imaginer que les Palestiniens, de leur côté, proclament un État palestinien sur les territoires qui sont derrière moi, vous le voyez. Sauf que les Palestiniens ont disparu sur le plan politique. Ils ont disparu de l'histoire. Ce sont les États arabes qui ont mené cette guerre. Les Palestiniens n'y ont joué pratiquement aucun rôle. Aucun rôle. Ce qui fait que les États arabes, en fait, ne visaient et ne voyaient que leurs intérêts, bien entendu. Que leurs intérêts, c'est-à-dire, en fait, conquérir des territoires. Et la partie que vous voyez ici, qui aurait pu être un État palestinien, en fait, cette partie a été annexée par la Jordanie, ce qui fait que cette partie, qui aurait pu être un bout de l'État palestinien, a été engloutie, a été ensevelie par le roi Abdallah de Jordanie, qui en a fait la Jordanie. Quant à Gaza, il est resté sous domination égyptienne. Par conséquent, vous avez en un moment de quelques mois une situation de basculement terrible dans cet affrontement. Le mouvement sioniste, pour faire bref, réussit à avoir son État, ce que j'appelle, moi, un toit politique, c'est-à-dire maître de son destin sur une terre, qui, entre parenthèses, si vous regardez bien la carte, évidemment, entre la carte numéro 2 et la carte numéro 3, l'armée israélienne a gagné beaucoup de terrain par rapport à ce qui était prévu par le plan de partage, car finalement, les frontières qui vont être celles de l'État d'Israël qui se crée en 1948, ce sont celles qui sont de la troisième carte et non pas celles du plan de partage. De facto, l'armée, les armes ont parlé, et ça a été en faveur d'Israël. Et donc on a la carte d'Israël pendant toute cette période. Et donc les sionistes ont gagné finalement un État. Les Palestiniens, si je peux avoir la carte des réfugiés, les Palestiniens disparaissent de l'histoire. Ceux qui vivaient sur le territoire de ce qui devient l'État israélien, eh bien, fuient. Il y a environ 900 000 Arabes de Palestine qui vivent sur ces territoires qui deviennent l'État d'Israël. Eh bien, il y en a environ 750 000 qui fuient dans les conditions que vous voyez sur la carte, c'est-à-dire en fonction de l'endroit où ils se trouvent, eh bien, ils fuient vers le Liban, ils fuient vers la West Bank, c'est-à-dire vers la Jordanie, ils fuient vers Gaza, qui reste sous contrôle égyptien. C'est quoi? C'est la Nakba? C'est la quoi? C'est la Nakba, c'est la Nakba, bien sûr. Et donc, on a cette situation où les Palestiniens se retrouvent pour une bonne partie réfugiés, donc 750 000 sur 900 000. Les autres, ceux qui se trouvaient dans ce que vous voyez être la West Bank, qui était ce territoire où il y a Jérusalem, où il y a Ramallah et tout ça, on aurait pu en faire un État palestinien, ça devient jordanien. Donc les Palestiniens se retrouvent dans un État jordanien. Les 150 000 Arabes de Palestine qui se retrouvent sous la férule de l'État israélien deviennent, un peu plus tard, des citoyens israéliens, des citoyens de seconde zone. En d'autres termes, le peuple palestinien implose dans des statuts très différents. Et à partir de là, on ne parle plus de la question palestinienne. Et pendant 20 ans, jusqu'en 1967, c'est une question totalement oublié, occulté, et qui revient de temps en temps sous la formule de réfugiés palestiniens. Que faut-il faire des réfugiés palestiniens? Les Nations Unies avaient dit soit on les indemnise, soit ils doivent revenir d'où ils sont partis, mais Israël n'a jamais accepté le retour. Le retour, c'est la grande idée, évidemment, de toutes ces gens qui sont partis. Quand vous alliez dans un camp palestinien, tout le monde avait la clé de la maison qu'on avait dû fuir parce que les Israéliens avaient forcé à cette fuite. Donc les Palestiniens disparaissent. Donc entre 1947 jusqu'en 1967, c'est la deuxième séquence. Et cette deuxième séquence, c'est, je dirais, la victoire des uns et la marginalisation et l'oubli des autres. Il y a bien, pendant cette période, entre 1947 et 1967,
un mouvement de résistance avec un certain personnage dans les années 60 qui s'appelle Yasser Arafat, mais il est extrêmement minoritaire. Et ce qui compte à l'époque, dans ces années 47-67, c'est le nationalisme arabe. Nasser dit aux Palestiniens, vous inquiétez pas, nous allons faire l'unité arabe et ensuite on libérera la Palestine. Ce qui fait que ça ajoutait aux difficultés de cette résistance palestinienne autonome qui ne pouvait pas s'exprimer parce qu'il y avait Nasser et le nationalisme arabe. Je me souviens de quelqu'un qui me racontait, quand il avait vécu ça, qu'il écoutait Nasser pour savoir quel serait le destin de la Palestine. Ça passait par Nasser, ça passait pas par les forces de résistance qui étaient tout de même assez faibles à ce moment-là. Donc c'est la deuxième séquence. Donc première séquence, le mandat. Deuxième séquence, 47-67, c'est là, les Palestiniens disparaissent de l'histoire. Et lorsque la guerre de juin 67 éclate, eh bien, il y a une résolution, aussitôt après, du Conseil de sécurité, qui ne s'intéresse qu'au conflit israélo-arabe. Autrement dit, de 47 à 67, c'est un conflit interétatique. On parle d'Israël et des États arabes, on ne parle plus des Palestiniens, c'est fini. Et la résolution du 22 novembre 1967, la résolution 242 du Conseil de sécurité, eh bien, cette résolution du Conseil de sécurité dit qu'il y a un principe à respecter, qui est l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force, et par conséquent, les Israéliens doivent évacuer les territoires qu'ils ont occupés, mais en 67, avec la guerre de 67, mais il n'y a pas un mot sur les Palestiniens, simplement une phrase sur « il faudra tenir compte du sort des réfugiés », mais on ne dit pas que c'est les réfugiés palestiniens. Même le mot palestinien n'apparaît pas dans cette résolution de 1967. Donc, fin de la deuxième période. La seconde séquence, la troisième, pardon, pour voir si vous suivez, hein, c'est la troisième. La troisième séquence, elle va de 1967-68 jusqu'à, on va dire, 92, juste avant Oslo. Donc de 68 à 92. Et là, si je devais la qualifier d'un mot, je dirais, c'est le retour du nationalisme palestinien, la réémergence du nationalisme palestinien, sous toutes ses formes. En quelques mots, le nationalisme arabe, avec la défaite de juin 67, s'est complètement écroulé. Et donc, il laisse un espace considérable aux autres idéologies, aux autres ambitions politiques, et en particulier au nationalisme palestinien. Et dès 68, la force du nationalisme palestinien apparaît de manière très concrète. Et je vous donne juste un exemple. L'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, avait été créée en fait par Nasser. Il avait créé ça en 64 pour tenir les Palestiniens qui voyaient vouloir prendre leur autonomie. Donc c'était un instrument de contrôle des Palestiniens. Nous sommes en 64. En 68-69, les Palestiniens qui en sont membres, et Arafat en particulier, en prennent le contrôle. C'est-à-dire que l'OLP était nassérienne en 64, en 1968-69, elle est fondamentalement palestinienne, avec Arafat comme patron à partir de ce moment-là. Donc juste cet exemple-là suffit à bien comprendre le renversement qu'il y a eu après la guerre de 67. Ensuite, en une phrase ou deux, les territoires occupés, donc ce qu'il y a derrière dans la carte, on va revenir aux cartes, dans la carte, la troisième carte, vous voyez Gaza et la Cisjordanie et Jérusalem, ce sont des territoires désormais occupés militairement, Jérusalem inclus évidemment. Et donc dans ces territoires, il se passe quelque chose de très important, c'est que, au fond, les Palestiniens qui étaient à Gaza étaient profondément imprégnés d'identité palestinienne. Pourquoi? Parce que Gaza, c'était essentiellement des réfugiés palestiniens. Donc il y avait une communauté de destin, et tous se sentaient palestiniens à 90%. En Cisjordanie, c'est l'inverse, c'est que beaucoup d'Arabes de Cisjordanie étaient en fait socialisés jordaniens. La Jordanie mettait la main sur ce territoire avec tout ce que ça implique comme imposition identitaire. L'école, par exemple, on apprenait à être jordanien, on n'apprenait pas à être palestinien. Et si vous prétendiez l'être, vous étiez évidemment très sérieusement réprimé. Et donc, à partir de cette troisième séquence, eh bien, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une montée en puissance du nationalisme palestinien, pas simplement chez les réfugiés, pour eux ça a toujours été une évidence, mais aussi dans le territoire de la Cisjordanie, ce qui fait que, eh bien, on a vraiment maintenant un nationalisme palestinien territorialement ancré.
Et Arafat peut parler au nom de l'ensemble des Palestiniens, les réfugiés, et aussi ceux des territoires occupés. Et il y a une période clé, qui est la première intifada, que je ne vais pas expliquer ici, mais entre 1987 et, disons, 90-91, qui a été l'expression même d'une révolte absolument et authentiquement palestinienne. Une révolte pacifique, qui a donné vraiment un sens à ce conflit en remontrant que ce n'était pas un conflit israélo-arabe, mais bien un conflit israélo-palestinien. Entre 1947 et 1967, c'est un conflit israélo-arabe. Entre 1967 et 1992, on revient à un conflit israélo-palestinien. Puis enfin, il y a une quatrième séquence. Je vous avais dit 4 séquences. 1920, 1947, 1947, 1967, 1967, 1992. Une quatrième séquence qui est très facile à nommer, c'est les négociations. C'est Oslo, à partir de 92-93 jusqu'en, on va dire, 2001. Là, ça ne dure pas 20 ans, ça dure même pas 10 ans. Et là, c'est tout l'espoir, à un moment donné, de la possibilité pour ces deux nationalismes qui se sont quelque part reconnus, eh bien, de négocier une solution. Et la solution dont on parlait à ce moment-là, c'est évidemment la solution de la séparation, c'est-à-dire de l'évacuation des territoires et de la construction d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, avec Jérusalem, capitale des deux États. Il se trouve que ces moments, ces années-là, 93, 14, 15, 16, ont été des années qui ont été pleines d'espoir, et en même temps, il y avait, et d'un côté et de l'autre, des forces qui n'en voulaient pas de cette solution. Du côté palestinien, le Hamas n'en voulait pas. Il voulait que ça reste la logique stratégique fondamentale, que ça devait appartenir, la Palestine devait appartenir dans son entièreté aux Palestiniens. Et du côté israélien, il y avait des forces qui voulaient rien céder et certainement pas évacuer les territoires occupés, qui essayaient au contraire de contrôler de plus en plus. Et donc ce moment de négociation a eu un moment d'espoir qui, à mon avis, a duré très peu de temps, et ça a été un naufrage avec une deuxième intifada, qui est l'intifada qui a démarré en septembre 2000, et qui a été celle-là une intifada extrêmement meurtrière. Il y a eu environ 5000 morts, sans parler des milliers de blessés, mais 5000 morts, 4000 du côté palestinien et au moins 1000 du côté israélien. Et je pense, mais ça c'est une interprétation, vous avez évidemment le droit et le devoir de ne pas être d'accord, c'est une fracture entre les deux sociétés. Moi j'ai eu l'occasion souvent d'être là-bas à ce moment-là, et j'ai vu, mais vraiment très concrètement, ces deux sociétés qui commençaient, en tout cas certains des segments de ces sociétés, se rapprocher. J'ai vu la rupture. Le camp de la paix israélien, par exemple, qui était très actif pendant toute cette période, a disparu avec l'intifada, évidemment, parce que c'était une violence trop... Moi, j'avais des amis israéliens de gauche qui, en fait, se sont mis à voter complètement à droite, parce qu'il m'a dit, tu te rends compte, on met des bombes dans des discothèques, comment veux-tu que je puisse accepter ça? Et du côté palestinien, on avait les mêmes remarques. Bref, une fracture profonde. Et donc ça, c'est les 4 séquences. 4 séquences, et je les renomme à nouveau. Les premières séquences, c'est donc 1920-1947. C'est dans un contexte très particulier, qui est finalement un contexte colonial, puisque c'est finalement les grandes puissances qui ont longtemps décidé du sort des uns et des autres. Ensuite, la deuxième séquence, c'est un conflit interétatique, les Palestiniens disparaissent. Troisième séquence, c'est de 1967 à 92, un retour du nationalisme, une réémergence, une consolidation du nationalisme palestinien. Et enfin, la quatrième séquence, c'est l'espoir d'une paix, puisqu'on va parler de ça, qui a été engloutie par la violence et les armes. Ça, c'était pour la première partie qui était l'histoire. Je vous ai raconté des décennies en 20 minutes ou en un quart d'heure, donc c'est vraiment à la serpe, mais c'est pour vous bien montrer tout ça. Alors, la cinquième séquence, c'est la séquence qui a commencé... donc après l'intifada, la deuxième intifada de 2001-2002, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cette nouvelle séquence. Et cette nouvelle séquence, elle a des caractéristiques dont il faut bien avoir conscience, et qui expliquent le fait que nous sommes dans une impasse toujours plus profonde. Quelles sont les caractéristiques de cette séquence, qui est celle d'aujourd'hui, qui est la situation d'aujourd'hui? Je dirais que c'est d'abord le fait que on pourrait résumer ça en 3D. En 3D. Domination, division et duplicité. La domination, c'est la domination
du côté israélien, là je me place du côté israélien, de forces nationalistes et maintenant ultranationalistes. C'est-à-dire que l'équilibre des forces en Israël, jusqu'en 2001, était assez régulier. Il y avait une gauche avec le Parti travailliste et le Meretz, et il y avait une droite avec le Likoud, les partis religieux et quelques autres. Et c'était domination de l'un, enfin victoire de l'un, victoire de l'autre, et on avait un équilibre. À partir de 2001, c'est fini. La gauche disparaît complètement. Pour vous donner juste un chiffre, vous savez qu'il y a 120 députés à la Knesset. En 1992, au moment d'Oslo, juste avant Oslo, le Parti travailliste et le Meretz avaient à eux seuls 56 sièges sur 120. C'est-à-dire qu'ils avaient à eux seuls presque la majorité. Aujourd'hui, et à partir de cette cette dernière séquence, ils font 6-7 sièges. Notre Parti socialiste le porte presque mieux que le Parti travailliste israélien, c'est vous dire. Vraiment un effondrement complètement de la gauche. Ce qui fait que c'est la droite et l'extrême droite qui l'emportent. Et ce qui est important, c'est que cette domination, donc elle est politique. Mais elle n'est pas simplement politique. Elle est aussi, et c'est fondamental évidemment, elle est idéologique. C'est-à-dire des idées qui étaient absolument marginales dans les années 80, par exemple, aujourd'hui sont centrales. Le rapport à l'autre, le mépris de beaucoup d'Israéliens par rapport aux Palestiniens, voire le racisme de certains d'entre eux, ça n'était pas envisageable dans les années 80 en Israël. Aujourd'hui, c'est banalisé. Certains députés, dans les années 80, qui voulaient défendre ces idées, étaient exclus de la Knesset. Aujourd'hui, c'est eux qui font les gouvernements. C'est eux qui sont pas très importants en nombre, mais ils ont une position charnière. Et donc, il y a une domination idéologique et une banalisation d'idées qui étaient évidemment des idées qui étaient extrêmement critiquées et marginalisées à cette époque-là. Donc, il y a domination politique, il y a domination idéologique, il y a domination sociologique aussi. C'est-à-dire que il y a au fin fond de cette société, une éducation qui a au fond banalisé l'occupation. Pour les gens qui ont moins de 40 ans aujourd'hui, voire moins de 50 ans, l'occupation a toujours existé. Et la colonisation aussi. Donc vous voyez, on est dans un autre champ idéologique, et c'est vraiment quelque chose de très profond, ce qui se passe là. Donc une domination sociologique par des groupes qui fondent et légitiment la colonisation. Et puis évidemment, il y a une domination territoriale, et celle-là, elle est tout à fait essentielle. Cette domination territoriale, c'est pas simplement qu'il y a occupation militaire des territoires, parce qu'une occupation militaire des territoires, qu'est-ce que c'est? C'est une armée qui occupe. Bon, l'armée, on lui dit de partir, en quelques semaines, elle s'en va. Il ne s'agit pas de ça seulement. Bien sûr, c'est fondamental, cette occupation militaire. Sans elle, rien ne serait possible. C'est une armée d'occupation. Mais ce qui est évidemment aujourd'hui très important, c'est la colonisation. On peut voir la carte de la colonisation. Vous voyez, on en parlera tout à l'heure. Mais vous voyez, tous ces points rouges, ce sont les colonies. Et aujourd'hui, vous avez environ 700 000 colons en Cisjordanie, Jérusalem inclus, pour une population palestinienne qui est aujourd'hui de 3 millions. Donc on a vraiment une domination territoriale avec une colonisation qui ne cesse de s'intensifier, de se développer, de se renforcer, alors même que c'est rigoureusement contraire au droit international et que même du point de vue du droit pénal international, ça peut relever d'un crime de guerre, violation de la 4e Convention de Genève sur la protection des populations civiles. Donc voilà, nous sommes dans cette situation de domination avec, là encore, du point de vue international, mais j'y vais revenir, une banalisation de tout ça. Et en Israël, il n'y a pas de voix véritablement qui s'oppose à cette domination territoriale. Ce qui fait que la colonisation qui était critiquée à une époque, aujourd'hui, elle a vraiment un boulevard. Elle a un boulevard. Donc c'est domination, c'était mon premier D, j'en avais 3. Domination politique, idéologique, sociologique et territoriale des forces qui sont ultranationalistes. Deuxième D, c'est le D de la division des Palestiniens. Ce qui était important, par exemple, dans les séquences que j'ai évoquées, notamment la 3e et 4e, c'est dans les années 70-80, ce qui était fondamental chez les Palestiniens, c'était qu'il y avait unité du mouvement, unité du commandement. C'était l'Organisation de libération de la Palestine, même si
le Hamas est apparu en 1987-88 et n'est pas membre de l'OLP, mais l'OLP était vraiment centrale. Et il y avait un personnage charismatique, reconnu par tous, y compris par le Hamas quelque part, évidemment, c'était Yasser Arafat. Donc vous aviez une unité très importante chez les Palestiniens, même si cette unité était remplie de contradictions, bien entendu. Il ne faut pas rêver. Il y a toujours eu des conflits, il y a toujours eu des heurts, il y a toujours eu des sensibilités politiques différentes, et on pourrait prendre plein d'exemples. Mais il y avait quand même fondamentalement cette unité quand, jusqu'à la mort d'Arafat, en novembre 2004, il y avait ce personnage qui représentait cette unité. Malgré toutes les contradictions, les fragilités. Il ne faut pas non plus imaginer qu'il y a toujours une unité monolithique, ce qui serait absolument faux, bien entendu. Mais donc, il y a une division, et cette division, elle est aussi à plusieurs niveaux. Alors, elle est politique, puisque vous avez d'un côté le Fatah, l'autorité palestinienne, qui contrôle ce qu'on appelle l'autorité, il faut mettre des guillemets à l'autorité palestinienne, et puis le Hamas, et cette différence politique, elle renvoie à des différences idéologiques très profondes entre le Hamas et puis les gens du Fatah. Il y a des nationalistes d'un côté, et il y a des islamistes de l'autre, qui sont aussi quelque part des nationalistes, bien entendu, mais en tout cas, les clivages idéologiques, et je dirais même plus culturels, sont très profonds. Alors, bien entendu, ça dépend des niveaux, ça dépend des segments de ces groupes, mais tout de même, il y a une différence terrible entre les uns et les autres. Il y a aussi une différenciation stratégique, puisque l'autorité palestinienne avec le Fatah, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent obtenir une solution au conflit, ou à l'affrontement, si on ne prend pas le terme de conflit, eh bien, par la négociation. Et ils ont renoncé à la lutte armée. Alors que pour le Hamas, il n'est pas question de laisser tomber la lutte armée. Donc ce sont des divergences qui sont politiques, idéologiques, mais aussi des divergences qui sont stratégiques. Et puis enfin, bien entendu, il y a une division territoriale, puisqu'on a d'un côté le contrôle d'une partie de la Cisjordanie par l'autorité palestinienne, et puis, comme chacun le sait, Gaza est contrôlée par le Hamas. Donc vous avez cette division, mais qui se retrouve à ces différents niveaux, politiques, idéologiques, stratégiques et territoriales. Donc division. Et quand on est divisé, il est évident que tout est possible pour celui qui est en face. Donc le troisième, si vous suiviez, c'était duplicité, effectivement. J'hésite toujours entre démission et duplicité. Non, duplicité. Pourquoi? Parce que la communauté internationale a été très active à un certain moment, notamment à Oslo. Elle a vraiment joué un rôle qui n'était pas négligeable, de facilitateur. Elle a accompagné, et malheureusement, on en connaît la suite. Mais après, la communauté internationale, c'est-à-dire en gros les principaux membres du Conseil de sécurité, au premier rang desquels les États-Unis, évidemment, qui jouent un rôle majeur, eh bien, se sont plus ou moins retirés de cette volonté de trouver une possibilité de renégociation pour aboutir à la solution de séparation et donc de l'État. Et donc, il y a eu un certain nombre de tentatives, mais elles ont toutes échoué et elles n'ont jamais été suivies d'effet véritablement. La dernière résolution du Conseil de sécurité en date est extrêmement claire. C'est une résolution qui date de décembre 2016. C'est la résolution 2334 du 23 décembre 2016. Et cette résolution de 2016, elle dit très clairement que la seule solution, c'est la solution à deux États. Elle dit très clairement qu'il faut rappeler le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force. Et par conséquent, Israël doit se retirer des territoires. Et elle dit aussi très clairement que la colonisation est un danger pour la paix, parce que, évidemment, ça grignote du territoire et qu'à un moment donné, eh bien, il n'y aurait pas de place pour un État. C'est une discussion qu'on pourra avoir tout à l'heure. Donc, vous voyez, cette idée, c'est que la dernière décision, c'est donc en décembre 2007. Décembre 2016, pour vous remémorer, ce sont les derniers jours de l'administration de Barack Obama. Quelques jours plus tard, arrivait un certain... J'oublie son nom. Je ne sais plus son successeur. Donald Trump. Et Donald Trump, il a aussitôt pris le contre-pied de cette révolution. Il s'est assis dessus, si j'ose dire. Il s'est assis sur le droit international. Et il a complètement mis les États-Unis, en tout cas son administration, au service d'Israël. Il a sorti un plan qui était supposé tout régler. En fait, ce plan, il se résume en une phrase. Tout
tout de suite pour les Israéliens et quelque chose, peut-être, plus tard pour les Palestiniens. Vous voyez l'équilibre de l'affaire. Bon, et ce plan, il est tombé aux oubliettes avec l'arrivée de Biden. Biden a quand même conservé un certain nombre de choses qu'avait fait Trump sur, par exemple, le consulat américain à Jérusalem. Et bien entendu, il n'a pas remis en question la normalisation que Trump a mise en œuvre entre Israël et certains pays arabes, comme les Émirats arabes unis, comme le Maroc, comme le Soudan, et comme ce grand État arabe qui est le Bahreïn. Donc ça a considérablement remis en question les équilibres géopolitiques dans cette affaire, puisque les Arabes, pendant très longtemps, ont dit on accepterait, depuis 2002, on accepterait une reconnaissance de l'État d'Israël si Israël, et à la condition qu'Israël soit en conformité avec les résolutions des Nations Unies, et par conséquent accepte la solution à deux États. Donc c'était au fond un levier diplomatique très important. Nous sommes d'accord pour vous reconnaître si. Alors que là, qu'est-ce qu'ont fait les États arabes que je viens d'évoquer? Ils ont reconnu Israël sans qu'il y ait de conditionnalité. Et déjà, comme vous le savez, l'Égypte avait déjà en 1979 reconnu l'État d'Israël, la Jordanie aussi pendant la période d'Oslo en 1994. Ce qui fait que maintenant, les Palestiniens qui n'ont jamais vraiment pu compter sur les États arabes, c'en est aujourd'hui une preuve de plus. Donc, cette dernière résolution qui a été soutenue par les Américains, même s'ils n'avaient pas voté, a été mise en pièces par Trump et les Européens. Alors, les Européens, quand je parle des Européens et donner la position des Européens, je fais comme ça, je fais une minute de silence, quoi. Parce qu'en fait, ils n'ont aucune autonomie, aucune capacité d'initiative. Ils financent beaucoup de choses, mais ils n'ont aucune existence politique. Ils n'en ont jamais eu. Et quant à la France, qui a toujours été un acteur important depuis des années et des années, aujourd'hui, c'est complètement effacé et ne joue plus vraiment son rôle. Et donc, on n'est pas simplement dans la démission de la communauté internationale, mais bien plus dans la duplicité. Donc, vous voyez ces 3D, domination ultranationaliste, division des Palestiniens, duplicité de la communauté internationale, eh bien, font que la situation aujourd'hui fait qu'il n'y a plus un alignement de planètes comme il y a pu y avoir à un moment donné, au moment d'Oslo, où on a pu penser qu'il y aurait peut-être une voie vers la paix. Et donc, j'en viens à ma troisième et dernière partie. Première partie, c'était l'histoire. Deuxième partie, c'était mes 3D. Il me reste 5 minutes. Ma dernière partie, la paix aujourd'hui par rapport à tout ça. La paix par rapport à aujourd'hui, je dirais qu'elle est sans doute plus loin que jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts pour tenter de construire des choses, mais les conditions qui sont nécessaires pour qu'il y ait un alignement de planète, aujourd'hui, font défaut. Et je voudrais en citer quelques-unes de ces conditions. Et la première de ces conditions, c'est qu'il y ait des leaders, des acteurs en question. C'est-à-dire un leader israélien, un leader palestinien. Et je crois que ça, c'est très important. Faire la paix, je pense que c'est peut-être beaucoup plus difficile que lancer une guerre. Faire la paix, c'est vraiment introduire un basculement historique lourd de conséquences et lourd d'incertitudes aussi. Et au moment d'Oslo, il y avait deux personnages qui avaient cette carrure. C'était Isaac Rabin d'un côté, du côté israélien, et il y avait Yasser Arafat. Isaac Rabin a un itinéraire extrêmement fort en Israël, une légitimité incontestable, et c'est pas malheureusement par hasard que c'est lui qui a été assassiné le 4 novembre 1995 par un extrémiste israélien qui ne voulait pas d'Oslo. En tuant Rabin, quelque part, il a tué Oslo. Arafat, apprenant le jour même, le soir même, l'assassinat de Rabin, a dit à un de nos amis journalistes qui travaillait avec nous à l'IREMO, c'est fichu, je n'ai plus de partenaire. Le 4 novembre 1995, c'est-à-dire juste 18 mois après le début d'Oslo. Après, ça a duré jusqu'en 2001. Mais vous voyez cette idée. Aujourd'hui, on n'a pas de leader. On n'a pas de leader du côté israélien, ou du moins, on en a eu un jusqu'en 2019. C'était Netanyahou. Netanyahou, il est foncièrement, viscéralement, ultranationaliste et ne veut pas entendre parler de négociations avec les Palestiniens. Mais depuis 2019, il n'y a plus de leader. Et on en est à la 5e élection, là, au mois de novembre, au 1er novembre. 5e élection depuis mars 2019.
donc en l'espace de 3-4 ans, 4 ans. Et donc, il y a des coalitions si fragiles qu'aucun gouvernement ne tient. Il y a eu des élections en mars 2019, des élections en septembre 2019, donc ça n'a pas duré plus que quelques semaines, puis des élections en 2020, 2021, et maintenant il y a des élections en novembre 2022, avec des coalitions invraisemblables, extrêmement fragiles, donc ils ne sont pas capables aujourd'hui de produire une légitimité politique susceptible d'enclencher cette énorme responsabilité qu'implique un processus de négociation et peut-être de paix. Du côté palestinien, je dirais que c'est l'inverse. Autant il y a trop d'élections qui fragilisent tout gouvernement parce qu'il y a incertitude, il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'élections en Palestine. La dernière remonte à 2006, 2005 et 2006. 2005 pour la présidentielle, 2006 pour les législatives. Donc depuis 15 ans, il n'y a plus rien, 15-16 ans. Et là, il devait y en avoir l'année dernière, en 2021, et Mahmoud Abbas les a annulés. Parce que, en fait, nous avons affaire à des appareils palestiniens qui sont décrochés de la population, qui ont perdu beaucoup de leur légitimité par rapport à la population palestinienne. On a eu à l'IREMO il y a quelques jours un ministre d'autorité qui était membre du Hamas, et c'était extrêmement intéressant comme discussion, enfin intéressant et consternant, parce qu'au fond, il ne voyait la solution de ce rapport entre Fatah et puis le Hamas, non pas par des élections, qui a donné après tout la parole au peuple, mais par des accords d'appareil. Ils vont se retrouver dans quelques jours à Alger, nous racontait-il, où ils vont essayer de se mettre d'accord. Ça fait des années qu'ils essayent, ils n'y arriveront pas. Donc on a plus de c'est pas Mahmoud Abbas qui peut enclencher un processus de cette importance. Donc voilà, on n'a pas de leader du côté palestinien, on n'a pas du côté israélien. Vous voyez, donc voilà. Sur le plan international, aujourd'hui, la géopolitique est telle que cette question Israël-Palestine, pour 1000 raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer, a été vraiment, par les chancelleries, reléguée à un non-sujet. Quand on va à Bruxelles, on vous dit très clairement, pour nous, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout au cœur des préoccupations internationales, comme ça a pu être le cas à certains moments. En général, et c'est terrible, mais ça revient au cœur, non pas des préoccupations, mais en tout cas de l'actualité, lorsque il y a un conflit ouvert, lorsqu'à nouveau les armes parlent. Et lorsque les armes parlent, tout d'un coup, les chancelleries se disent « Ah oui, tiens, il faut s'occuper de ce conflit ». Au mois d'août dernier, il y a eu quelques jours de conflit, alors il y a eu quelques initiatives, mais tout ça est très marginal. Il n'y a aucune volonté nulle part, comme je le disais tout à l'heure, ni aux États-Unis, ni en Europe, de vraiment reprendre cette question, alors qu'elle est pourtant fondamentale pour l'équilibre du Moyen-Orient et pour le destin des peuples, aussi bien d'abord palestiniens, parce qu'ils ont besoin d'un État, que du côté israélien, qui sont très attachés à leur sécurité, mais leur sécurité est entièrement et complètement ancrée sur l'insécurité des Palestiniens. Comment voulez-vous imaginer une sécurité durable qui est elle-même ancrée sur l'insécurité structurelle qui est faite aux Palestiniens? Ça ne tient pas, ça ne tient pas, ça. Voilà, donc je termine là-dessus. Ça ne veut pas dire que tout est... Moi, je reste optimiste. Si on regarde l'histoire longue, on a eu comme ça des moments où la question a été ensevelie, notamment entre 47 et 67, et donc je continue à penser que la seule solution, quoi qu'on dise, et c'est un grand débat, est la solution à deux États, ou si vous préférez, la seule solution, c'est la séparation. Il faut qu'ils se séparent, et donc il faut qu'aussi Palestiniens et Israéliens, par conséquent, se séparent territorialement, et donc il y ait qu'on revienne à cette solution qui n'a jamais été abandonnée, mais qui est aujourd'hui, comment dirais-je, par désespérance, méprisée par beaucoup de Palestiniens qui disent c'est pas vrai, il n'y aura jamais État palestinien. Et du côté israélien, pour les raisons que j'évoquais, l'ultranationalisme, ils n'en veulent pas. Donc entre les uns qui y renoncent quelque part en disant c'est plus possible, notamment beaucoup de jeunes Palestiniens, et en Israël, le fait que par l'ultranationalisme, on ne veut pas entendre parler d'un État palestinien, eh bien on est dans cette situation. Et cette situation, il faut bien souligner que ce n'est pas un statu quo, et je termine vraiment là-dessus, au bout d'un quart d'heure, je vais répéter que je termine, mais là vraiment je termine, c'est pas un statu quo. Statu quo, ça veut dire que les choses restent telles quelles. En fait, elles se dégradent constamment comme une succession de tragiques glissements de terrain. Et donc on est vraiment dans une situation qui chaque jour deviendra plus difficile à régler. Mais je crois que pour autant, compte tenu du fait qu'il faut regarder l'histoire longue et non pas simplement la période contemporaine,
il ne faut pas désespérer, il peut toujours y avoir des dialectiques imprévisibles. Je crois beaucoup à cette dialectique imprévisible qui fait que tout d'un coup, eh bien, les choses repartent dans un autre sens et permettront un jour aux Palestiniens d'avoir leur État à côté de l'État d'Israël. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Paul. Alors, je ne sais pas si M. Abdel Sadi est arrivé. C'est vous. Bonjour, enchanté. Je pense que vous vouliez peut-être prendre la parole avant que je repasse la parole à Alain Rouy. Peut-être que vous voulez dire 2 mots. Excusez-moi pour mon retard, mais j'étais sur une autre initiative juste à côté, sur la gare, sur le pôle de la gare routière de Bobigny, mais je tenais bien évidemment à être présent aux côtés des personnels et des salariés du conseil départemental, notamment du service de la coopération internationale avec lequel je travaille, puisque je suis le maire de la ville de Bobigny, mais je suis aussi conseiller départemental en charge de la coopération internationale et européenne dans la ville du Monde, dans le département du Monde, j'ai l'habitude de le dire, 130 nationalités, 177 langues parlées, plus de 2500 associations qui interviennent dans le champ de la coopération internationale, des questions liées à la citoyenneté mondiale. Et c'est vrai qu'ici, on a l'habitude de travailler avec de très nombreuses associations. Il y en a un certain nombre qui sont ici présentes. Il y a aussi des élus présents. Et je tenais bien évidemment à dire que c'est aussi pour toutes ces raisons que nous avons un certain nombre de coopérations dans le monde, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Palestine, avec Israël, avec le Vietnam, avec les Comores, et de très nombreuses actions, bien évidemment, au Mali, dans de très nombreux pays, ici, en Seine-Saint-Denis, et dans le monde. Sur la question de la Palestine, on travaille beaucoup, bien sûr, avec les services du département, puisque j'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises, notamment en Cisjordanie. Et vous avez raison de le préciser, il n'y a plus de continuité territoriale. Et c'est aussi pour toutes ces raisons que la question, effectivement, du conflit reste très prégnant. Il y a la question, effectivement, de la colonisation, de la présence des militaires sur place. Et au-delà de tout ça, c'est tout le travail modeste que nous essayons de faire avec les services du département autour de la coopération avec un certain nombre de villes, les villes de Djenin, Tulkarem et Kelkilia, autour des questions de l'eau, de l'assainissement. Bien évidemment, on souhaite continuer à travailler autour des enjeux du sport, de la culture, puisque en 2024, on va recevoir en Seine-Saint-Denis, à Paris, mais aussi en Seine-Saint-Denis, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça sera l'occasion aussi d'accueillir le monde. La Seine-Saint-Denis, c'est déjà le monde. On est fiers, bien évidemment, des habitants de ce département. Et qu'on souhaite aussi continuer à travailler. Et je l'ai toujours dit, la coopération, pour moi, c'est aussi un prétexte pour l'amitié entre les peuples. Donc on continue à travailler avec les 3 villes de Palestine, mais aussi avec ma collègue Pascal Labbé, qui travaille sur les questions liées à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est vrai que depuis quelques mois, en lien avec l'Observatoire départemental contre les violences envers les femmes, tout un travail est fait avec un certain nombre de pays pour avoir un observatoire local à Bobigny, puisque en tant que maire, j'y travaille, un observatoire départemental qui existe depuis de très nombreuses années, qui est reconnu au niveau national, mais aussi cet observatoire international avec un certain nombre de pays qui y travaillent. Il y a eu un certain nombre de rencontres d'ailleurs en Seine-Saint-Denis et également à Bobigny sur toutes ces questions. Et puis, au-delà de la question de l'amitié entre les peuples, c'est bien évidemment ce que vous nous avez dit, la paix, avec 2 États, et aussi tout le travail que nous essayons de faire modestement à Jérusalem-Est, pour aussi faire en sorte qu'on continue à reconnaître que la capitale de la Palestine, c'est Jérusalem-Est, voilà, dans ses frontières de 48, si je ne dis pas de bêtises, 60. Alors, en tout cas, merci à vous, merci de votre présence, et puis merci à vous pour le travail que vous faites à nos côtés. Juste, oui. Moi, c'est Raïm Riziguel, je suis de l'association de promotion de culture et du voyage. Nous avons posé une question. Le réseau des initiatives de la paix, qui a été initié par la Seine-Saint-Denis, oui. Est-ce qu'il existe toujours? Parce que chaque année, on se réunissait pour qu'on prenne les différentes initiatives sur le département, dont notre association sur la ville de Saint-Denis. Est-ce que ce réseau
va-t-il renaître ou pas? Alors c'est sûr que le Covid, malheureusement, est passé par là. Alors on ne peut pas prendre le prétexte du Covid pour dire qu'à chaque fois, effectivement, le travail qui a été fait ces 10 dernières années n'a pas pu effectivement se continuer. L'idée, c'est pourquoi pas pouvoir se réunir, mais après, peut-être qu'à la fin de cette rencontre, on aura l'occasion d'échanger, ou dans la semaine, ou comme vous le souhaitez, pour regarder les associations qui sont intéressées. Et puis, moi, je veux bien vous rencontrer avec plaisir ici à Bobigny, dans les locaux de Via Le Monde. Voilà. Merci beaucoup. Ben, il est temps de passer la parole à Alain Rouy. Je vous laisse la parole. Alors d'abord, je remercie Via Le Monde, je remercie le département et je remercie Monsieur le maire de Bobigny de votre présence, de vous saisir de cette journée internationale de la paix, le 21 septembre, qui n'est pas encore assez connue de par le monde, mais qui, un peu plus chaque année, donne quand même l'occasion de réfléchir à toutes ces questions de la paix, de la coopération et comment parvenir à un monde de paix. Et ce soir aussi, de parler de la Palestine, à un moment où le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, occulte tous les autres conflits qui malheureusement n'ont pas disparu pour autant. Alors je vais partir, puisque c'est le thème de la soirée, de cette situation entre Israël et les Palestiniens, puisque je vais pas reprendre tout ce qu'a dit très bien M. Chagnolot, mais on voit bien que ce qui se passe en Israël et en Palestine, c'est un peu le concentré de tous les maux qui affectent les relations internationales partout où il y a des conflits. Ces mots, c'est quoi? C'est le déni du droit, le déni de la justice. C'est la loi du plus fort, c'est l'hégémonie militaire. C'est la mise à l'écart du droit international et des institutions internationales au profit d'une puissance hégémonique américaine qui devient la puissance tutélaire dans le Proche et le Moyen-Orient. Et puis c'est l'occupation, ce que vous avez très bien montré, la fracture entre les populations. Bref, ce conflit, comme je ne sais pas s'il faut dire ce conflit, effectivement, vous avez raison, mais cette situation, elle est typique de la culture de la guerre. Et la culture de la guerre, de la loi du plus fort, eh ben, c'est l'impasse, puisqu'à la fin, comme vous l'avez dit, vous étiez pessimiste au moins à court terme, et je suis assez d'accord avec vous. Pour le long terme, j'y reviendrai à la fin, mais pour l'instant, c'est l'impasse totale. Il n'y a pas de solution militaire. Israël peut être la plus forte militairement, et ça, personne ne le conteste. C'est pas pour ça qu'elle obtiendra la paix. La paix ne passe pas par la domination militaire. Il n'y aura pas de solution pérenne par les moyens militaires. Et c'est ce qu'avait compris Yitzhak Rabin à son époque, avec Arafat aussi, puisqu'ils ont fait tous les deux des compromis et des concessions mutuelles. C'est une brève période qui leur a valu le prix Nobel de la paix, et les accords d'Oslo avaient réfléchi aux conditions de la paix, c'est-à-dire il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Donc c'est passé par la reconnaissance mutuelle, par le droit international, par la coopération, même pour la sécurité. C'était quand même difficile de faire des patrouilles mixtes israélo-palestiniennes quand on sort de 20 ans d'affrontement. Et puis, ils avaient aussi réfléchi plus loin, tous les deux. Ils avaient réfléchi à la coopération économique. Ils avaient réfléchi même au partage de l'eau. Bon, tout ça, c'est resté embryonnaire. Malheureusement, ce processus, comme vous l'avez dit, n'a pas duré très longtemps, puisque Rabin a été assassiné. Avec lui, l'ensemble des espoirs qui avaient été mis, mais où on voyait que si on voulait la paix, eh bien, il fallait passer évidemment par toutes ces choses-là que je viens de dénoncer.
Et ça rejoint une idée forte. Alors là, je vais passer à la planète tout entière. C'est l'intuition de Rabin et de Arafat, c'est qu'on ne pouvait construire qu'ensemble les conditions de la paix, les conditions de la sécurité mutuelle. Pour assurer une sécurité mutuelle, il fallait travailler ensemble. Et en fait, il ne faisait qu'appliquer l'idée de sécurité commune. C'est quoi la sécurité commune? C'est une idée toute simple finalement. C'est je ne suis en sécurité que si mon adversaire, mon rival, mon voisin se sent lui-même en sécurité. Je ne suis pas en sécurité si l'autre n'est pas en sécurité. C'est une idée mais très simple à formuler, il a fallu 2 millénaires pour la formuler. Elle a été formulée et formalisée, disons, dans les années 80-90 par un premier ministre suédois qui s'appelait Olof Palme. Olof Palme, il avait fait une commission d'experts, de diplomates, aussi de représentants de la société civile, de tas de gens, et aussi des grandes religions, etc. Et il avait donc fait un rapport qui s'appelait un rapport sur la sécurité commune et le désarmement. Et ce rapport a inspiré ce qui s'est passé au moment de la fin de la guerre froide. Ça a conduit finalement, la première fois qu'il a publié son rapport, on a dit bon, c'est un beau rêveur, comme en général on traite les pacifistes, mais finalement, la charte de Paris, les accords d'Helsinki, l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, tout ça c'est né de ces réflexions-là. Et aujourd'hui, ce pauvre Olof Palme, qui est lui aussi mort assassiné, décidément, eh bien, il doit se retourner dans sa tombe en voyant ce que devient la Suède. Mais en tout cas, la Suède et les pays scandinaves d'une manière générale, puisqu'on a parlé des accords d'Oslo, avaient une diplomatie active vraiment en faveur de la paix, parce qu'ils substituaient à cette culture de la guerre, la loi du plus fort, etc., et de l'hégémonie, il substituait ce qu'on appelait la culture de la paix. Alors, la guerre froide, malheureusement, n'a pas laissé le champ libre à cette culture de paix, mais elle a été formulée à ce moment-là. Elle a été formulée d'abord à l'UNESCO, puis à l'ONU, l'ONU qui a décidé d'une année de la culture de la paix, puis qui en a fait un de ses thèmes, même peut-être même de ses principes, la culture de la paix. C'était finalement la déclinaison de tout ce qui était déjà dans la charte de l'ONU de 1945. Et la culture de la paix, elle était définie comme un ensemble de comportements dans les relations entre les individus, entre les groupes d'individus, entre les nations ou entre les groupes de nations. Et effectivement, elle déterminait, l'ONU, 8 champs d'action pour la culture de la paix. Et c'était les 8 champs d'action qui s'attaquaient aux causes réelles des guerres. Et finalement, à la racine des guerres, il y a toujours la même chose. Le déni du droit, l'injustice, l'injustice aussi dans l'accès aux richesses, dans l'accès au savoir, et puis les différences de développement économique et scientifique. Voilà. Eh bien, c'était défini, ça a été théorisé donc, dans les années 90. Et puis après, il y a eu encore une déclinaison. Il y a eu le sommet du millénaire, c'est en l'an 2000, à New York. On a dit aux chefs d'État, bon ben voilà, engagez-vous pour des objectifs. Ils sont tous venus à New York. Heureusement, Kofi Annan, à l'époque, avait convoqué avant, 6 mois avant, les ONG, la société civile, comme on dit, etc., tous les humanitaires, tous les ONG du développement, toutes celles des droits de l'homme, etc., en leur disant, et en nous demandant, parce que j'en faisais partie, modestement, nous étions 3000 représentants des ONG à travailler pour les objectifs du millénaire, ça s'appelait. Les objectifs du millénaire pour le développement. Et il nous avait dit, faites-moi des suggestions de ce que nous allons faire signer aux chefs d'État. Ils ont tous signé, c'était le président Chirac à l'époque, je me souviens. Et alors des choses très bien, éradiquer la pauvreté, etc., éradiquer certaines maladies,
combattre la faim, etc. Et certains de ces objectifs ont été en partie atteints, effectivement. Et ils se sont transformés, 10 ans après, par les ODD, dont vous avez peut-être entendu parler, les objectifs du développement durable, qui sont un peu plus connus. Et alors, c'est pareil, là maintenant, il y en a 18 objectifs du développement durable, ou 17, je ne me rappelle plus, hein, après. En tout cas, là aussi, ça s'attaque aux racines des guerres, hein, éradiquer la pauvreté, assurer les droits de l'homme, les droits des enfants, les droits des femmes, l'éducation pour tous, l'accès à l'éducation, l'accès aussi à la technologie, puis aussi maintenant le respect de la nature, ce dont on parlait sans doute moins dans les années 80 et qui est devenu si urgent pour tout ça. Parce qu'effectivement, le secrétaire général Antonio Guterres de l'ONU, aujourd'hui, a fait un discours devant l'Assemblée générale. C'était la veille de cette journée internationale de la paix. Et il a fait un discours avec une tonalité très pessimiste, très alarmiste, en mettant en valeur les menaces qui sont existentielles pour l'humanité. D'abord, c'est tous ces conflits qui perdurent. Alors, on parle beaucoup, effectivement, du conflit en Europe entre la Russie et l'Ukraine, mais cela peut dégénérer en une catastrophe nucléaire, que ce soit à cause des centrales ou que ce soit à cause des bombes nucléaires. Mais il n'y a pas que là. Hein, le Pakistan et l'Inde, la Chine, si il se passe quelque chose autour de Taïwan et que l'Amérique dise qu'elle veut défendre Taïwan maintenant, etc. Donc, il y a partout ces menaces qui, si elles dégénèrent jusqu'à un conflit nucléaire, sont évidemment catastrophiques pour l'humanité. Et puis l'autre grand danger, c'est le réchauffement climatique qui va provoquer, qui provoque déjà des vagues de migration, des problèmes d'alimentation, etc., etc. Donc, et puis toutes les catastrophes naturelles auxquelles il faut faire face ensemble. Alors, c'est évident pour tout le monde qu'à tout ça, il n'y a pas de solution militaire. Il n'y a pas de solution militaire, et donc il n'y a qu'un chemin possible. C'est cette culture de la paix que nous avons à promouvoir en cette journée internationale de la paix. Et alors, nous sommes à la croisée des chemins, parce qu'actuellement, au jour d'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas être très optimiste. Les espoirs, ça repose simplement sur les prises de conscience. Et pour que les prises de conscience s'effectuent, il faut le travail des militants de la paix, qui sont des éveilleurs de conscience, mais pas que. Il n'y a pas que les militants. Le pape François va publier un livre, enfin il l'a publié, mais pas encore en français, sur la culture de paix, justement, et avec... dans ma ville du Val-de-Marne, avec l'Église catholique, nous allons faire une présentation commune. Les pacifistes qui n'ont rien à voir avec la religion catholique, et l'Église catholique vont faire... c'est une manière, là aussi, de faire prendre conscience. Alors, pour revenir à Israël, en Israël aussi, il faudra passer par là, parce que les réalités, elles ne changeront pas. Les Palestiniens ne disparaîtront pas. Les problèmes auxquels va avoir faire face Israël avec la sécheresse, le manque d'eau, etc., ils sont comme tous les autres. Alors, ils le feront ensemble avec les Palestiniens. Alors, évidemment, ça va être un long chemin, parce que, à cause de cette fracture que vous avez évoquée. Mais il y a des forces en Israël, elles sont très isolées et très courageuses. Nous travaillons, le mouvement de la paix, avec deux forces, c'est Breaking the Silence, ce sont des anciens soldats qui, en avaient un petit peu marre, ça c'était un réflexe de jeunes, comme les jeunes qui ne voulaient pas aller faire la guerre en Algérie, eux, ça les emmerde d'aller occuper la Palestine, d'abord parce que c'est pas grave, d'abord parce que ça va prendre beaucoup de temps dans leur vie, et donc ils se sont organisés, ces jeunes soldats, pour protester contre leurs conditions militaires. C'était pas du tout pro-palestinien, c'était uniquement, ils pensaient à leur avenir et à leur présent. Ils ont fait une exposition en Israël, à Tel Aviv, où ils exposaient, voilà ce qu'on nous fait faire
territoire occupé. Et alors, mais eux, c'était pour se faire plaindre eux. Or, cette expo, elle s'est transformée. Les gens disaient, mais pourquoi on leur fait ça aux Palestiniens? Et ce mouvement est devenu pro-palestinien, enfin pro-palestinien. Il a servi à éveiller les consciences israéliennes aussi sur ce qui se passait dans les territoires occupés. Alors évidemment, hein, l'armée, c'est pas une institution qui rigole quand on la conteste, donc ils ont beaucoup de courage, mais ils continuent. Et puis il y a un autre mouvement qui s'appelle qui s'appelle Standing Together, Debout ensemble, qui regroupe en Israël des jeunes juifs et des jeunes palestiniens, chrétiens ou musulmans. Et alors, là aussi, il faut être courageux pour s'afficher ensemble, faire des manifs ensemble à Jérusalem-Est contre l'expulsion de Palestiniens du quartier El Jarrah, ou bien puis un autre à côté. Voilà. Il y a eu un moment où on a cru aussi, il y avait un mouvement social en Israël qui mettait en cause les dépenses militaires, parce que c'est comme dans tous les pays du monde, tout ce qu'on met dans l'armée, et en Israël on met beaucoup dans l'armée, on ne peut pas le faire pour les hôpitaux et les écoles et le reste. Donc, ce mouvement social, mais malheureusement, il n'a pas vraiment remis en cause après la politique nationaliste dont vous avez parlé. Donc voilà, ce qui se passe en Israël, ça peut se passer chez nous. Évidemment, chez nous, ça n'a pas le même caractère dramatique, mais vous l'avez évoqué, la France est complètement effacée diplomatiquement. Elle a pourtant une voix. Quand Chirac s'était opposé à la guerre en Irak, la France avait regagné un prestige incroyable. Donc une autre diplomatie est possible, même si actuellement les conditions politiques et géopolitiques ne sont pas très favorables. Alors à New York, le président Macron là, a essayé de faire, de ne pas trop s'aligner sur les États-Unis. Malheureusement, dans la politique concrète, au sein de l'Union européenne comme au sein de l'OTAN, il s'aligne systématiquement sur justement les desiderata de l'OTAN. Et puis là, dans le conflit en Ukraine, là aussi, alors il maintient le contact, effectivement, c'est un des rares qui maintiennent le contact avec Poutine, mais en tout cas, nous on souhaiterait que la France soit beaucoup plus ambitieuse, et puis aussi qu'elle prenne la tête d'un mouvement pour le désarmement, et qu'elle signe les traités de dénucléarisation, enfin d'interdiction des armes nucléaires, et qu'elle entraîne un mouvement. Là, elle serait suivie. Elle n'a même pas été présente, même pas comme observatrice aux négociations de Vienne qui ont lieu cet été. C'était la première réunion des États qui ont signé et ratifié le traité d'interdiction des armes nucléaires. La France a brillé par son absence, comme les 5 autres puissances nucléaires d'ailleurs, mais peu importe. Justement, il faut qu'au sein des P5, comme on dit, des 5 puissances nucléaires, la France joue tout son... Elle peut jouer un rôle indépendant et elle aura le soutien de tout le monde. Alors donc voilà, dans cette... J'en arrive à la fin. Si on veut éveiller les consciences, c'est aussi pour faire pression sur nos dirigeants pour qu'ils changent de politique. Et puis qu'ils prennent en compte les besoins de sécurité, mais pas sous l'angle militaire, car avec les interventions militaires françaises un peu partout, on n'a réglé aucun problème, on a ajouté de la guerre à la guerre, ça c'est pour la Libye, etc. Au Mali, évidemment, c'est une catastrophe complète, etc., etc. Aucune intervention militaire n'a été couronnée de succès, et on a l'impression que d'une fois sur l'autre, jamais on ne fait un bilan, jamais on ne tire les leçons de la séquence précédente, et on continue, et on modernise les armes nucléaires, etc. Non, les besoins de sécurité, c'est la sécurité humaine. Et la sécurité humaine, c'est donc, comme je l'ai dit, vivre en sécurité chez soi, pouvoir aussi rêver à un avenir pour ses enfants et rêver à un monde qui ne va pas à l'autodestruction.
Et cela, c'est aux éveilleurs de conscience que nous sommes de faire ce travail-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors on va revenir à la Palestine. J'imagine que vous avez des questions dans la salle que vous avez envie de poser. Je me présente, M. Ba, je suis élu à l'international, à la coopération décentralisée et à la culture de paix à la mairie de Noisy-le-Sec. La mairie de Noisy-le-Sec. Ah, d'accord. Merci. Je suis un peu ému parce que, vous savez, l'histoire nous replonge dans différentes situations. Et la Palestine et Israël aussi, c'est un conflit qui perdure. Et moi, j'aimerais savoir, il est où la solution? Vous savez qu'on parle beaucoup, on dit oui, résolution, c'est résolution. Et enfin, on dit, la seule solution, c'est la solution à 2 États. Alors que cette solution à 2 États, il y en a beaucoup de pays n'y veulent pas. Par exemple, les pays arabes qui, moi, n'ont jamais soutenu la Palestine, hein, ça je vous le dis, c'est mon avis, moi. Il y a pas mal de pays arabes qui ne soutiennent pas la Palestine et qui ont mis en place, c'est-à-dire qui ont engagé des pourparlers avec Israël pour faire des échanges d'ambassades. Par exemple, je cite le Maroc ou d'autres pays africains ou maghrébins. Voilà. Donc, moi, il est où la solution? Et la solution, moi, je pense qu'il n'y a pas une volonté politique, aussi bien au niveau des pays arabes que des Occidentaux et de l'Amérique. C'est le peuple palestinien qui souffre. C'est eux qui paient les pots cassés. Donc, c'est intifada. Donc là, ça va être un problème. Et là, nous, en tant qu'humains, en tant que nation, c'est-à-dire qu'en voyant ce qui se passe en Israël, en Palestine, et qu'il y a une guerre qui se déclenche en Europe, au centre de l'Europe, et c'est tout le monde qui va essayer c'est-à-dire d'éteindre ce feu, c'est-à-dire qu'on envoie les pompiers, on envoie tout le monde, alors qu'il y a une guerre qui perdure. Là-bas, en Israël, en Palestine, il y a une guerre c'est-à-dire qu'on oublie entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Donc tout le monde ferme les yeux. Il y a la guerre aussi au Mali, et partout il y a la guerre. Donc quand au centre de l'Europe, c'est tout le monde qui crie. Donc moi, j'aimerais savoir aussi, il est où la solution? Et je reviens aussi sur la culture. On va, parce que comme ça, on va pouvoir prendre des questions de plusieurs personnes. Et, donc votre question, c'était quelle est la solution par rapport à des sorties de... Enfin, une solution pour... Je propose qu'on prenne plusieurs questions, et comme ça, ensuite, on y répondra. S'il y a peut-être des questions qui se recoupent, il y avait quelqu'un de vous aussi. Bonsoir, donc Sadia Boussali, je suis agente du département. Juste pour faire écho à ce que disait Monsieur le Vice-président sur l'Observatoire des violences faites aux femmes. Vous parliez de leaders au masculin. Est-ce qu'il y a des leadeuses? Je crois que ça se dit comme ça. Je pense notamment au mouvement Women Wage Peace, donc les femmes font la paix, qui est l'un des mouvements pacifistes composés uniquement de femmes. Est-ce que vous avez des contacts avec ce mouvement? Est-ce qu'il y a effectivement, on pourrait espérer que la paix pourrait venir des femmes? Enfin, c'est peut-être une utopie, une illusion de ma part, mais moi je voudrais bien y croire. Voilà, juste si vous avez des éléments sur la place des femmes dans ce conflit, et surtout dans peut-être la solution à ce conflit. Merci. Et surtout, merci beaucoup pour vos interventions, c'était super. Et une dernière question devant, et ensuite on va passer aux réponses et on prendra encore Bonsoir, je suis Daoula Keïta. Je suis élu à la coopération internationale à Bagnolet depuis 2014. Et nous sommes jumelés avec la Palestine, avec plusieurs communes aussi. Donc, je remercie aussi mon ami et camarade Abdel, donc, qui est spécialiste à la coopération internationale et qui connaît aussi la Palestine comme moi, parce que l'association AJPF et Cités Unies France, nous faisons des tournées des communes en Palestine tout le temps. Et notre dernier voyage était en 2019 avec une trentaine de communes françaises. Sincèrement, je remercie aussi la France par rapport à l'effort que
nous faisons surtout le commun pour la paix et l'aide à la population palestinienne. Je vous dis ici que quand nous on part, on fait des réunions avec des associations israéliennes, avec des associations palestiniennes, mais contrairement à ce que je suis franc que les collègues ont dit, la jeunesse palestinienne et la jeunesse israélienne, ils sont pour la paix. Ils parlent tous de la paix, ils font des réunions, ils font des rencontres, et c'est très connu. Et ils ont de l'espoir. Mais quand on part dans les communes palestiniennes, c'est-à-dire on passe tout le séjour à pleurer parce que les soldats israéliens font que bombarder et tuer les enfants qui vont à l'école tous les jours et devant et personne ne parle. Et nous, quand on part en visite, on voit ça de nos propres yeux. Merci. Ok, donc, alors du coup, on prend une dernière question et on va répondre. Je m'arrête. Voilà, tout à l'heure, pardon, désolé, moi je suis de l'association de promotion des cultures à Saint-Denis. Moi, la question qu'on se pose d'ailleurs, devant cette complicité de la communauté internationale, devant l'indifférence, on se pose la question, comment mobiliser justement, j'allais dire, les forces de la paix. Or, notre expérience, et je crois d'autres, on s'aperçoit de plus en plus, quelles que soient les initiatives qu'on prend, aussi bien des festivals, des marches, des rencontres, il y a très peu de mobilisation. Très peu de mobilisation. C'est la question qu'on se pose. Comment faire pour mobiliser. Deux, depuis tout le temps, j'ai toujours cru au réseau des éducateurs de la paix, parce qu'il me semble, on y travaille par rapport à la guerre d'Algérie et à la colonisation, qu'il faut sensibiliser les élèves, sensibiliser les lycéens, sensibiliser les étudiants, justement à la paix, aux initiatives de paix. Il me semble que nous, on pense que ça va passer par là si on croit une solution à long terme de deux États, palestiniens et israéliens. Merci. Merci beaucoup. Alors, je sais... Ok. Vous voulez répondre, Alain, à certaines questions? Alors, d'abord, sur la résistance palestinienne, les femmes, effectivement, en plus, c'est avec des femmes israéliennes et palestiniennes qui mènent des actions non violentes. Et c'est... L'armée israélienne répond avec violence aux manifestations non violentes. Il y a aussi des Bédouins, il y a aussi les villages frontières, il y en a un où pourtant nous sommes allés du mouvement de la paix, mais je ne me souviens plus son nom. Il y a une commune où on était plusieurs fois. De la résistance non violente contre l'occupation de leurs terres, contre l'arrachage des oliviers, contre l'expulsion des Bédouins, etc. Et ça, nous soutenons évidemment à fond ça, parce que actuellement, effectivement, en attente de solutions politiques, de solutions pérennes pour la paix, il y a un devoir absolu, c'est de la solidarité. La solidarité avec ceux qui se battent en Palestine et aussi en Israël. Là, puisqu'il est... Je pense aussi à Salah Hamouri, qui est un avocat, qui a consacré sa vie à défendre les prisonniers palestiniens qui, comme lui, maintenant, il subit d'ailleurs leur sort, sont arrêtés sans jugement, sans qu'on leur dise pourquoi, etc. Donc là, il y a des devoirs de solidarité, mais je sais que dans ce département, comme dans le mien, comme dans beaucoup d'autres, cette solidarité est à l'œuvre. Hein. La solidarité, comme disait Che Guevara, c'est la tendresse des peuples. Alors donc, c'est un devoir que nous devons faire. Mais aussi soutenir cette résistance non violente, la faire connaître. Hein. Et puis moi, ce qui m'émeut beaucoup, c'est quand des Israéliens et des Palestiniens se battent ensemble. D'ailleurs, on fait tout pour qu'ils ne se rencontrent plus, parce que les barrières, tout ça, les murs et tout ça, c'est aussi un problème. Mais à Jérusalem-Est, ils se rencontrent toujours, et c'est le lieu où ça peut encore se manifester, et je crois qu'on doit vraiment les soutenir.
Alors je voulais parler d'une autre chose aussi, c'est sur les guerres, les 2 poids 2 mesures. Hein. L'Arabie Saoudite, on peut lui vendre des armes, elle peut massacrer, elle n'aura pas de sanctions. En fait, ce qu'on appelle les sanctions, je ne dis pas qu'il ne faut pas sanctionner les oligarques ou les gens qui font des crimes de guerre. Sauf que là, les sanctions, d'abord, elles se retournent contre ceux qui sanctionnent, puisqu'on verra l'hiver prochain, mais enfin bref, c'est nos peuples aussi qui vont être sanctionnés. Et puis surtout, ce n'est pas des sanctions, c'est de la guerre économique. En fait, c'est la guerre menée par l'économie. D'ailleurs, le président Macron disait tout le temps ça au début, nous sommes en guerre, à chaque fois il y a une crise, c'est systématique. Son vocabulaire, c'est celui de la guerre, voilà, comme si la guerre pouvait résoudre quelque crise que ce soit. Alors là, je fais du vocabulaire, mais c'est quand même pas pour rien, que ce soit la pandémie, que ce soit, c'est toujours l'occasion des guerres économiques, et puis pour certains, l'occasion aussi de gagner de l'argent. Bon, ce sont d'autres débats, mais n'empêche qu'il se cache derrière aussi, il y a des profiteurs de guerre, on le sait très bien quand il y a des guerres. Et donc cette guerre économique, on ne sait pas où ça va nous mener, parce que ça peut faire exploser aussi un certain nombre enfin, ça peut provoquer des cracks boursiers, ça peut provoquer enfin, des bouleversements économiques qui sont, à mon avis, complètement irraisonnables et irréfléchis de la part de ceux qui déclenchent ce qu'on appelle des sanctions, mais qui sont surtout un moyen d'affaiblir les autres pays. Parce que c'est les Russes qui prennent les sanctions pour l'instant, mais après ça va être les Chinois. D'ailleurs, Biden a dit, enfin, de quel droit? Parce que Biden, c'est pas l'ONU, c'est pas une instance internationale. Il a dit aux Chinois il y a 2 jours, si vous aidez la Russie à contourner les sanctions que j'ai décidées ou que l'Occident a décidées, eh bien, on vous sanctionnera aussi. Mais de quel droit? Enfin. Et donc, ça, c'est vraiment la guerre économique. Il n'y a pas trop de leviers. Ça va être difficile. Oui, il n'y a pas trop d'autres leviers aussi. Non, qu'on s'entende bien sur les sanctions. Hein. Qu'on prenne les villas des oligarques sur la Côte d'Azur et qu'on les transforme en foyers pour accueillir des migrants à cause des guerres, ça, très bien. Alors là, à fond, qu'on prenne leurs yachts, qu'on les vende et que le produit serve à la solidarité, etc. Mais c'est pas ça qui est... C'est pas ça. Non, en plus, elles ne le font pas, en plus. J'aimerais qu'on revienne sur le sujet oui, palestinien, parce qu'il nous reste 10 minutes. Et en fait, du coup, je me permets, parce que j'ai quand même un peu travaillé en Palestine pendant un certain nombre d'années, et j'aimerais répondre à peut-être 2 questions, apporter des éléments, si vous me permettez. La première, c'est par rapport à la place des femmes. Les femmes, elles ont pleinement leur place à tous les échelons, à savoir au niveau officiel. Il y a des femmes qui ont été des grandes voix de l'OLP. Je pense à Leila Chaïd, à Hanan Ashraoui, à Feda Abdelhadi, qui est à l'heure actuelle la numéro 2 de l'ambassade de Palestine à New York, qui fait un travail absolument incroyable. Mais il y a aussi des femmes qui sont dans les mouvements de résistance, ce qu'on appelle grassroots, donc les mouvements de société civile vraiment populaires. Qui ont leur rôle pleinement et on a été avec la jeune qui a été Tamimi, je ne sais plus comment elle s'appelait exactement son prénom. Donc les femmes sont présentes. Par contre, il faut pas oublier on reste dans une société patriarcale, hein, mais c'est pas l'apanage de la Palestine, hein, la société patriarcale est là aussi en France, et donc on a des mêmes problèmes qui sont rencontrés dans les sociétés patriarcales, à savoir le plafond de verre, l'accès aux postes à responsabilité, les mouvements, la question de l'autonomisation de la femme, la question d'avoir suffisamment de moyens et de temps pour pouvoir mettre en place des activités de résistance et pour pouvoir s'y investir pleinement. Donc c'est parce que les femmes sont généralement plus précaires que les hommes, donc ça pose beaucoup de questions. Mais oui, les femmes sont en tout cas partie prenante. Après, je ne peux pas vous citer une leader à l'heure actuelle. Je pense effectivement à des noms qui sont un peu connus, mais effectivement là je ne vois pas une leader qui pourrait sortir du lot, mais elles sont en tout cas très actives. Et pour l'autre question par rapport à quelle est la solution, alors je n'ai pas la prétention de la connaître, mais moi j'essaie toujours de me poser la question de
Si on considère Israël comme un acteur rationnel, on va faire un petit peu de calcul coût-bénéfice. En gros, Israël, il faut calculer les avantages d'une solution pacifique versus la poursuite de la colonisation. Donc en fait, il faut faire un calcul coût-bénéfice. Donc pour l'instant, la poursuite de l'occupation est plus bénéfique à Israël que la paix. Et tant que ça restera comme ça, ce calcul, tant qu'il y aura plus de bénéfices à poursuivre l'occupation qu'à obtenir la paix, ça ne changera pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut influer soit sur les bénéfices, soit sur les coûts. Donc soit rendre l'occupation coûteuse, alors il y a plein de moyens de le faire. Il y a des moyens, par exemple, le boycott des investissements sanctions est l'un des moyens de rendre l'occupation coûteuse. Supprimer l'autorité palestinienne, par exemple, rendrait l'occupation très coûteuse. Il y a des moyens comme ça qui ne sont pas forcément réalisables, mais qui peuvent exister. La violence, on n'en parle pas, mais la violence, par exemple, le Hamas considère la violence comme un moyen de rendre l'occupation coûteuse. C'est clairement débattable, mais c'est un moyen. Après, voilà, on ne parle pas de l'éthique de ces moyens. Et rendre aussi, comment est-ce qu'on rend bénéfique la paix? Donc là, il faut travailler sur cette culture de la paix. Il faut travailler sur aussi rendre possible les échanges et la réhumanisation des deux populations. Parce que ce qui se passe, et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que même parmi les Israéliens de ma génération, c'est-à-dire voilà, 30-35 ans, qui ont toujours connu ce qui se passe à l'heure actuelle, il y a un discours qui est entretenu, qui est diffusé de manière hégémonique par l'État israélien, très très profondément, qui assimile le Palestinien à un ennemi. Non seulement un ennemi, mais en tout cas à une notion d'insécurité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sécurité tant qu'il y a un Palestinien dans les parages. Donc il faut s'en prémunir, il faut s'en protéger. Et il y a aussi cette notion de... Le Palestinien, il est un peu inférieur, quoi. Il n'est pas très civilisé, il n'est pas très moderne. Donc il n'est pas comme nous. Et cette notion, elle a été exacerbée. Déjà, elle est véhiculée dans les discours éducatifs. L'éducation est clairement un discours raciste. Elle est véhiculée par les discours officiels. Elle est vraiment très profondément ancrée. Et il y a très peu de contre-discours. Et le problème, c'est que les contre-discours, ils viennent souvent de la rencontre. Mais le problème, c'est qu'il y a une séparation très très nette et de plus en plus importante entre le peuple israélien et le peuple palestinien. Il y a un mur qui a été construit en 2003. Gaza est sous blocus. Quand vous êtes palestinien, vous voyez en Cisjordanie les Israéliens parce qu'il y a les colons, mais quand vous êtes israélien et que vous n'allez pas voir ce qui se passe de l'autre côté du mur, les Palestiniens, vous ne les voyez pas. Donc vous pouvez juste les imaginer, et vous les imaginez avec les outils intellectuels qu'on vous donne. Et les outils intellectuels qu'on vous donne, c'est le discours hégémonique israélien. Et c'était intéressant ce que vous disiez par rapport à Breaking the Silence ou d'autres ONG israéliennes, c'est qu'elles viennent casser ce discours. Elles viennent apporter une contre-vision, un contre-narratif en disant « Attention, on fait ça, attention, la réalité c'est ça, il se passe ci, il se passe ça. » Quelle est la réaction d'Israël? Criminalisation de ces ONG. Ces ONG sont criminalisées par l'État. Donc, on voit qu'il y a un enjeu de recréer une nouvelle perception de l'autre, et tant que cette perception n'aura pas changé, je pense qu'il n'y aura pas du tout de bénéfice, en tout cas vu par Israël, pour aller vers la paix. Voilà, c'était juste une contribution que je voulais donner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 5 minutes. Moi, j'ai une question. Oui, alors il faut vous donner le micro. Attendez. Non, mais parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir entendre après sur la vidéo. Ah, pardon. À une période, on disait que par rapport à la population palestinienne, ça grandit, elle va avoir beaucoup de gosses, donc petit à petit, elle risque d'être majoritaire en Israël, et dans ce cas-là, ça peut changer la situation politique en Israël. Est-ce que cette façon de voir les choses peut-elle être envisageable ou pas? Écoutez, aujourd'hui, la situation démographique est simple, c'est-à-dire que si on prend l'ensemble de la Palestine, du Jourdain à la Méditerranée, on est dans une parité démographique. C'est-à-dire qu'actuellement, si on prend les Juifs israéliens, disons que ça représente environ 7 millions de personnes. Et si on prend les Arabes israéliens, c'est 2, auxquels il faut rajouter 3 en Cisjordanie et 2 à Gaza. Ce qui fait 3 et 2 et 2, ça fait 7. Donc on est à peu près à 7 millions de chaque côté. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que chacun des segments de la population palestinienne est soumis à un statut, à des conditions géopolitiques radicalement différentes. Les 2 millions d'Arabes israéliens ont des droits dans une certaine mesure. C'est très complexe, on ne peut pas régler ça en une phrase.
ces citoyens de seconde zone et en même temps certains sont intégrés. Enfin, c'est compliqué comme analyse. Mais en tout cas, ils ont un statut très différent, évidemment, de ceux qui habitent dans les territoires occupés, où là, il n'y a aucun droit, et bien au contraire, ils sont soumis à l'arbitraire le plus total. Quant à ceux de Gaza, on l'a évoqué à plusieurs reprises, ils sont sous enfermement, sous blocus. Et quant aux 300 000 Palestiniens qui sont à Jérusalem-Est, ceux-là, ils bénéficient d'une carte de résident qui les met en situation de précarité. Ils sont chez eux, bien souvent depuis fort longtemps, et ils sont en fait, juridiquement, dans une situation de précarité parce qu'ils ont une carte de résident qui les permet de rester et qu'on peut leur retirer. Donc cette histoire de démographie, il faut bien voir qu'elle est à prendre avec beaucoup de précautions. Globalement, la démographie va plutôt dans le sens des Palestiniens. Ils n'étaient pas à 50-50 il y a encore quelques années, ils le sont à peu près. Mais en même temps, la diversification des statuts, l'inégalité des statuts et enfin l'asymétrie absolue du rapport de force fait que la dimension démographique est une variable importante. Il y en a bien d'autres. Merci. Bonsoir, Katia Moroviec. Je m'occupe d'une fondation Kaléidoscope qui prend... Voilà, je passe pas mal de temps aussi en Israël-Palestine et je confirme votre analyse. Je vous donne plein d'espoir sur les femmes parce qu'il y a effectivement Women Watch Peace, mais très très récemment, elles ont un mouvement sœur qui vient d'être créé qui s'appelle Women of the Sun et qui est vraiment en Cisjordanie et donc les femmes se lèvent. Je voulais apporter une petite note, une petite contribution et peut-être une question de savoir si vous connaissez l'initiative du Fonds international, enfin l'initiative de Olmep, Alliance for Middle East Peace, qui est donc une ONG qui rassemble 130 initiatives israélo- et palestiniennes qui œuvrent sur le terrain. Ce sont vraiment des organisations grassroots qui favorisent la rencontre voilà, dans différents, vraiment un spectre très très large entre les femmes, l'éducation, le climat, l'accès à l'eau, et qui fait du lobbying auprès justement de l'Europe, des États-Unis, et de toute la communauté internationale pour, à l'exemple du fonds international qui a été mis en place dans le conflit irlandais, de dédier un fonds international pour la paix avec des millions qui seraient consacrés à soutenir justement la société civile pour préparer la paix, parce que les leaders, quels qu'ils soient, ils ont beau signer, comme à Oslo, des accords qui, si sur le terrain ne sont pas préparés, ne sont pas acceptés, ne sont pas validés par l'humain, par les rencontres, etc., ne prendront pas. Voilà, donc ça c'est une petite goutte, une espérance, et ils sont aujourd'hui, il y a eu l'année dernière, il y a déjà eu une première partie de ce fonds qui a été voté par le Congrès américain avec 250 millions qui sont sur 5 ans vont être dédiés à la société civile sur le terrain, et c'est vraiment des initiatives qu'il faut soutenir parce qu'elles sont marginales, mais elles existent. De Breaking the Silence à Women Watch Peace, il y a de l'espérance. Voilà, je voudrais terminer là-dessus. Enfin, je ne sais pas si c'est pour terminer, mais en tout cas, beaucoup. Vous apportez cet éclat-là. Effectivement, ça souligne aussi un point qui est l'une des grandes faiblesses de l'initiative de l'autorité palestinienne, enfin l'OLP, au niveau international, au niveau diplomatique, c'est que c'est une initiative complètement déconnectée de la société civile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est une initiative vraiment ce qu'on appelle top-down, qui vient du haut, mais qui reste en haut. Et qui, effectivement, qu'il n'y a pas de branche, qu'il n'y a pas de lien, qu'il n'y a pas de connexion avec la société civile. Et ça, c'est l'une des grandes faiblesses de ce genre d'initiative, absolument. Et ben merci. Merci à tous et à toutes d'être venus.